Le chat est un animal que l'on croit docile et doux comme une peluche, mais au fond, c'est un vrai petit fauve. Il partage près de 96% du patrimoine génétique du tigre. Et il a les mêmes instincts que ses cousins de la grande famille des félins. C'est à se demander pourquoi ce redoutable chasseur a un jour abandonné la vie sauvage pour le confort de nos maisons. Que reste-t-il exactement de ses farouches origines? Voici la transformation d'un super prédateur en docile animal de compagnie. Qu'est-ce que le grand fauve et le chat domestique ont en commun? On y va! Pour mettre en lumière ce qui unit le chat et ses cousins les plus féroces, Il faut toujours rester sur ses gardes. Il m'arrive régulièrement de me retrouver plaqué au sol en 2 secondes. nous découvrirons les talents exceptionnels des grands félins, en particulier ceux que notre adorable chat a su conserver. On dirait plus un singe qu'un félin. Voici la grande histoire du chat, une épopée féline et sauvage. Une étude a récemment révélé que le chat domestique ressemble énormément au lion d'Afrique. Ces 2 félins ont une multitude de points communs. Par exemple, un redoutable instinct de chasseur. S'il était plus gros, votre chat essaierait certainement de vous dévorer. Exactement comme le ferait un lion. En Afrique du Sud, un homme risque sa vie tous les jours en côtoyant les grands fauves. Quand j'ai commencé à travailler avec les lions, je partageais le même a priori que tout le monde. Un félin dangereux et mangeur d'hommes. Dans les livres et les films, ils sont décrits comme des bêtes féroces, comme des machines à tuer. Dès que j'ai rencontré mes premiers lions, je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas du tout comme ça. En réalité, ils sont attachants. Bien sûr, ils peuvent se montrer agressifs, mais ce n'est pas la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à mes lions. Ce sont avant tout des animaux sociables et très affectueux. Surnommé l'homme qui murmure à l'oreille des lions, Kevin Richardson dirige un refuge pour fauves en détresse. Quel gros pépère! Environ 700 personnes se font attaquer par des lions chaque année, mais cette réalité n'empêche pas Kevin de nouer des liens privilégiés avec ses pensionnaires. La plupart de ceux qui me voient jouer comme ça avec mes lions pensent que je suis complètement fou. Je suis un membre à part entière de cette petite troupe. Ils m'ont complètement accepté. Mais ils savent très bien que je ne suis pas un lion. Quand ils jouent avec moi, ils y vont beaucoup plus doucement. Je suis juste un petit bipède sympa qu'ils ont adopté. Allez, on y va! Kevin travaille depuis plus de 20 ans avec les grands fauves et ses connaissances en communication féline lui ont permis d'éviter les accidents. Les lions communiquent absolument tout le temps.
Quand on connaît bien leur anatomie et leur comportement, on est capable de deviner leurs réactions. Parfois, quand un visiteur s'approche d'un lion, je m'aperçois vite qu'il l'énerve. Il y a plein de petits signes révélateurs. Le bout de sa queue se balance, il bat en rythme comme ça. Ou alors ce sont ses oreilles qui se couchent, ou une espèce de frisson qui lui hérisse les poils. Et puis il se met à bâiller, la gueule grande ouverte, pour bien montrer ses crocs. Ça veut dire, tu commences vraiment à m'agacer. C'est très subtil. Le plus souvent, les gens ne remarquent rien. Ils disent, il m'aime bien, on dirait. Et moi je leur réponds, pas du tout en fait. Vous l'énervez, parce que vous envahissez son espace. Un lion n'attaquera jamais sans prévenir. Le chat domestique utilise lui aussi tout son corps pour s'exprimer. Comme il possède moins de muscles faciaux que l'homme ou le chien, il paraît souvent impassible. Pour communiquer, il utilise tout un éventail de postures grâce à sa gueule, ses oreilles et sa queue. Quand il tient sa queue bien droite, c'est qu'il est paisible et disposé à recevoir des caresses. En revanche, s'il la balance en rythme, il révèle une certaine nervosité. Les regards aussi jouent un rôle crucial dans la communication féline. Le chat n'aime pas qu'on le regarde dans les yeux. Il n'y voit pas une marque d'affection, mais un signe d'agression. Battre lentement des paupières est un moyen efficace de le rassurer et de lui inspirer confiance. Le chat adopte souvent les mêmes comportements qu'un grand félin. C'est le petit dernier d'une famille apparue il y a environ 10 millions d'années et il partage le même patrimoine que ses cousins sauvages. Comme eux, il est un acrobate hors pair. Un talent qui trouve ses origines en Asie du Sud-Est. Voici le berceau de la dynastie des Félidés, une région chaude et humide, dominée par des arbres gigantesques. Ici, la meilleure façon de chasser et de surveiller son territoire, c'est de grimper dans les hauteurs. Au fil de leur évolution, les félins ont appris à sauter toujours plus haut et à bondir d'une branche à l'autre. De plus en plus vite. Bientôt, ils sont devenus assez rapides pour attraper les oiseaux et les singes. Aujourd'hui, il existe encore un félin qui fréquente assidûment la cime des arbres. La panthère nébuleuse. Un animal si rare qu'on ignore combien il en reste dans le monde. Bien, ma belle. En Thaïlande, Bill Wood étudie les panthères nébuleuses pour un programme international de reproduction de l'espèce. Le parc zoologique où il travaille est l'un des seuls endroits où l'on puisse observer ces félins très discrets. C'est essentiel pour nous de favoriser la reproduction en captivité.
On ne connaît pas grand-chose de leur vie en milieu naturel. On sait juste que l'homme détruit peu à peu leur habitat et que la population diminue. Si jamais l'espèce venait à disparaître dans la nature, on disposerait au moins de quelques spécimens en captivité. Son pelage est couvert de motifs en forme de nuages, ce qui lui vaut son nom de panthère nébuleuse. Grâce à ce camouflage, elle peut se déplacer dans la jungle en passant inaperçue. Elle se fond dans le paysage et disparaît dans les arbres. Ça lui permet de sauter sur ses proies sans se faire repérer. Elle est parfaitement adaptée à son milieu naturel. Avec une queue presque aussi longue que le reste de son corps, elle assure son équilibre à la manière d'un funambule. Grâce à ses courtes pattes, elle a un centre de gravité très bas et sa queue lui sert de balancier. Elle se déplace à toute vitesse. On dirait plus un singe qu'un félin. Le chat dispose lui aussi d'outils efficaces pour escalader les arbres. Longue de plusieurs centimètres, ses griffes crochues lui permettent de grimper à peu près partout. Sensible aux vibrations, le bout de ses pattes lui indique les dangers qui jalonnent sa route. Il est aussi l'un des rares mammifères qui ne souffre jamais de vertige. Cependant, une fois au sommet, le chat s'avère moins habile que sa cousine d'Asie. À cause de son articulation bloquée sur l'avant de ses pattes, la descente est plus compliquée que la montée. Et il reste souvent coincé en hauteur. Alors que les pattes de la panthère nébuleuse ont des articulations très souples qui lui permettent de redescendre la tête en bas. Le chat n'a souvent pas d'autre choix que de sauter dans le vide. Tandis que la panthère nébuleuse est une acrobate exceptionnelle. C'est un talent qu'elle a développé dès son plus jeune âge. Ces petits de 3 mois passent leur temps à jouer. De cette manière, ils affûtent leur sens et développent leur don pour l'escalade. Les chatons font exactement la même chose. Les jeunes félins apprennent par l'observation et par la répétition. Quand ils jouent, leur cerveau sécrète des hormones qui leur procurent une sensation de bien-être et les encouragent à continuer. Les petites panthères disposent d'un atout pour leur apprentissage. Un pelage tacheté qui se fond parfaitement dans la jungle. Normalement, ce camouflage devrait les aider.
Mais ces deux jeunes ont encore beaucoup à apprendre. Les félins adultes ont des occupations plus sérieuses. Ils utilisent leur camouflage pour chasser. Les couleurs et les motifs de leur pelage les dissimulent aux yeux de leur proie, jusqu'à ce qu'ils soient assez prêts pour les attaquer. Quand leur victime les repère, il est souvent trop tard. Kevin Richardson ne le sait que trop bien. Ces lions se cachent si bien dans les hautes herbes qu'il lui arrive encore de se faire surprendre. Doucement. Et ce genre d'attaque surprise est l'une des occupations favorites de ses amis imposants. Il faut toujours rester sur ses gardes. Il m'arrive régulièrement de me retrouver plaqué au sol en 2 secondes. Le lendemain, j'ai mal au cou et je ne peux plus bouger la tête. Une de mes lionnes adore me sauter dessus comme ça. Ça l'amuse vraiment. Après, elle se roule par terre comme si elle se moquait de moi. On pourrait croire qu'il s'agit d'un jeu dangereux dans lequel Kevin jouerait le rôle de la proie. Mais il a découvert une autre explication à ce comportement. J'ai remarqué quelque chose en particulier chez les jeunes adultes. Quand quelqu'un entre dans leur enclos, il leur arrive parfois de lui sauter dessus. Le visiteur prend peur et le fauve sort ses griffes. Il essaie de le mordre et de le faire tomber, comme il le ferait avec une proie. Mais en fait, l'homme se trompe sur les intentions de l'animal. J'ai fini par comprendre que le lion ne se jetait pas sur moi pour me faire du mal, mais pour me ramener à son niveau. Nous ne pouvons pas avoir de contact quand je suis debout. Je ne dois pas le dominer. Même si le fauve n'a pas de mauvaises intentions, ses attaques brutales restent risquées. À force de mordre la poussière, Kevin a appris à les anticiper. Pour un prédateur, il est vital de pouvoir s'approcher sans se faire voir. Tous les félins sont dotés d'un camouflage adapté à un terrain de chasse spécifique, y compris le chat. Les félins de couleur claire et unie préfèrent chasser dans les hautes herbes, où ils se déplacent à pas de velours. Tandis que ceux au pelage tacheté ou tigré sont des prédateurs des forêts qui chassent le plus souvent à l'aube ou à la tombée de la nuit. Cependant, il existe un fauve d'Afrique qui fait exception. Dès sa naissance, le guépard est doté d'un manteau parsemé de taches noires. Ainsi, les petits passent plus inaperçus dans la savane. Malgré ce camouflage, le taux de mortalité reste très élevé dans les portées. Le pelage du guépard semble tout indiquer pour la chasse en forêt, au crépuscule ou au lever du soleil. Pourtant, ce fauve préfère chasser dans la plaine au beau milieu de la journée.
D'après les chercheurs, il évite ainsi la concurrence des autres prédateurs. Mais on ignore pourquoi ces taches noires n'ont pas disparu. En revanche, sa silhouette tout en longueur semble parfaitement adaptée à sa technique de chasse. Pour attraper ses proies, le guépard court à plus de 100 km à l'heure. La morphologie du chat domestique lui permet également de courir très vite. Comme chez son grand cousin, ses muscles élancés et la souplesse de sa colonne vertébrale optimisent chacune de ses foulées. Il peut accomplir des pointes de vitesse à près de 50 km à l'heure. Mieux qu'un coureur olympique. Mais les félins manquent d'endurance. Ils se fatiguent en quelques secondes. Le guépard arbore un signe distinctif unique en son genre, 2 marques noires qui descendent comme des larmes le long de son museau. On suppose que ces traces sombres améliorent sa vue en atténuant l'éblouissement causé par le soleil. Aujourd'hui, les biologistes pensent que les taches des félins n'ornent pas seulement leur fourrure. Elles seraient aussi tatouées sur leur peau. En théorie, si on les rasait complètement, ils garderaient malgré tout leur camouflage. Un fauve se distingue radicalement des autres par la couleur de son pelage. À l'état sauvage, on le trouve seulement dans la réserve naturelle de Timbavati en Afrique du Sud. On y va! C'est parti! Voici des lions blancs. Suite à une mutation génétique, leur manteau varie du blond clair au blond presque pur. Les lions blancs sont des animaux uniques en leur genre. Ils sont le résultat d'une mutation génétique différente de celle des albinos. Ils sont apparus dans cette région d'Afrique, mais on ne sait pas trop pourquoi ni comment. Pendant longtemps, on a cru que leur robe blanche constituait un handicap pour la chasse. Mais aujourd'hui, les spécialistes savent que ce n'est pas le cas. Il n'y a absolument aucune différence entre un lion blanc et un lion brun. Ils ont le même mode de vie, les mêmes techniques de chasse, la même vue, la même agressivité, et sont aussi affectueux. À part la couleur de leur fourrure, ils sont semblables. On y va! En raison de sa couleur, le lion blanc est une cible très prisée des chasseurs. Salut les filles! West Mathewson a recueilli ses 2 orphelines alors qu'elles n'avaient que 5 jours. Je les ai installées dans notre lit. Ma femme et moi, on se relayait pour les nourrir toutes les 4 heures. Elles sont devenues des membres de la famille. Maintenant, elles ont 8 mois, presque 9. Toute la famille les a adoptées, Monty, ramène-les par là. y compris les 2 chiens de West. Allez les filles, on y va. C'est bien, mes chéris. Chaque jour, ils partent en promenade tous ensemble. C'est bien, tu les as ramenés. Comme tu es belle, toi. Ils adorent se balader tous les 4. Ils aiment profiter du grand air, explorer leur territoire et jouer tous ensemble.
Viens là, Monty. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le roi de la savane et le meilleur ami de l'homme s'entendent plutôt bien. Allez les filles, on y va. Quand les lionnes sont arrivées, elles avaient tout juste 5 jours. Mes chiens les connaissent depuis qu'elles sont toutes petites. Le petit Jack Russell est assez agressif. Si l'une d'elles s'approche trop près, il lui saute dessus pour lui donner un coup de dent. Et elle n'aime pas ça du tout. Alors les lionnes n'essaient même pas de jouer avec lui. Par contre, elles adorent s'amuser avec le Golden Retriever. Mais cette amitié ne durera pas éternellement. Quand elles atteindront l'âge de la puberté, il faudra les séparer des chiens. Je les connais bien et je suis capable d'anticiper leurs réactions. Je devrais pouvoir intervenir juste avant qu'un de mes chiens ne se fasse dévorer. Le lion blanc est l'un des félins les plus rares de la planète. Il n'en reste plus qu'une dizaine à l'état sauvage. Depuis des années, West se consacre à la sauvegarde des lions d'Afrique, qu'ils soient blancs ou bruns. Regardez ce qui est arrivé aux lions de l'Atlas en Afrique du Nord. Il n'en reste plus un seul dans la nature. Je me suis donné pour mission d'informer le grand public et de tout faire pour sauver ces animaux magnifiques. J'ai voulu m'occuper de ces lions pour pouvoir montrer à quel point ce sont des bêtes vraiment extraordinaires. J'ai eu d'autres fauves qui se montraient amicaux avec moi, mais ça n'avait rien à voir. Le lion vient se coller à vous, il appuie sa tête contre la vôtre. C'est un animal très affectueux. T'aimes bien qu'on te gratte le cou, hein? Oh oui, tu aimes ça. Les lions sont les seuls grands fauves à vivre en groupe. Mais comme tous les félins, ils ont besoin de se sentir en sécurité pour s'épanouir. La défense de leur territoire est l'une de leurs préoccupations essentielles. La première chose qu'ils doivent faire, c'est de s'approprier un habitat où ils trouveront tout ce dont ils ont besoin. Ils délimitent ensuite leur domaine à l'aide du seul moyen dont ils disposent, leur odeur. Ils utilisent différentes techniques pour marquer leur territoire. Avec leurs griffes ou en pulvérisant un jet d'urine. L'odorat des félins est parmi les plus développés du règne animal. On a découvert récemment que ces marques odorantes permettent aussi aux fauves de cohabiter sur un même territoire. Il leur suffit de renifler un arbre pour savoir qui est passé par là, à quel moment et même quand il reviendra. De cette façon, ils peuvent éviter de se croiser et s'épargnent ainsi des bagarres inutiles. Le chat utilise aussi son odeur pour marquer son territoire. C'est pour cette raison qu'il se frotte avec insistance au canapé du salon. Comme ses grands cousins, il est doté de nombreuses glandes odoriférantes jusqu'au bout des pattes. Chaque fois qu'il se fait les griffes ou se frotte contre un meuble, il dépose de puissantes phéromones et délimite ainsi l'espace qu'il veut s'approprier. Lorsque deux chats cohabitent dans la même maison, c'est celui qui répand le mieux son odeur qui contrôle le territoire commun.
En Afrique, les lions utilisent également une autre méthode pour défendre leur domaine. Le mâle passe sa journée à rugir pour affirmer haut et fort sa suprématie. Grâce à ses puissantes cordes vocales, il se fait entendre à des kilomètres à la ronde. Viens, mon gros. Kevin Richardson étudie les rugissements des lions. Il observe comment les mâles réagissent quand ils entendent un congénère. Dès qu'un lion rugit dans le parc, tous les autres l'écoutent attentivement pour savoir de qui il s'agit. Au cours de nos expériences, on leur passe des cris de lion qu'ils connaissent. Le mâle dominant ne réagit même pas. Il sait qu'il n'y a aucun danger. En revanche, si on diffuse le rugissement d'un inconnu, il est tout de suite sur ses gardes. Et si c'est l'enregistrement d'un mâle, il part comme une flèche dans la direction du bruit. S'il entend les rugissements de 3 inconnus, par exemple, le mâle dominant ne fait plus aucun bruit. C'est comme s'il préférait éviter les ennuis. C'est fascinant. Et on a encore beaucoup à apprendre. Les félins se divisent en 2 catégories. Ceux qui rugissent et ceux qui ronronnent. Les grands félins comme le jaguar, le tigre et le lion rugissent, tandis que les plus petits ronronnent, tels le guépard, le serval et le chat. C'est un moyen de communication efficace, utilisé entre autres pour exprimer un bien-être général. Le bruit caractéristique du ronronnement provient de la vibration des cordes vocales. Le son se propage dans tout le corps de l'animal. D'après certaines études, cette vibration continue aurait des effets bénéfiques pour la santé du félin. Elle calmerait la douleur et renforcerait son ossature. Mais quand il s'agit de défendre son territoire, savoir ronronner n'est pas très efficace. Mieux vaut multiplier les rondes de surveillance. Voici un caracal. À peu près 2 fois plus gros qu'un chat domestique, il occupe généralement un domaine de plusieurs centaines d'hectares. Cette femelle accomplit sa ronde quotidienne. Elle en profite pour chercher son prochain repas. Ses très longues oreilles sont capables de repérer une proie à 1 kilomètre à la ronde. Son pelage couleur sable lui permet de se fondre dans son environnement. L'ouïe du caracal est tellement fine qu'il pourrait attraper un oiseau les yeux fermés.
Les oreilles du chat sont elles aussi très affûtées. Cela explique en partie ses réflexes fulgurants. Le chat peut accomplir des bonds de plus d'1 mètre de haut. Mais son cousin fait encore mieux. En partant de la position assise, il est capable de se propulser à 3 mètres de haut. Autrefois en Inde, l'homme utilisait ce félin pour chasser les oiseaux. Le caracal n'est pas le seul à partager ses talents de chasseur avec le chat. Par bien des côtés, le chat ressemble aussi à ses autres cousins. Comme eux, c'est un grimpeur hors pair, doté d'un superbe camouflage et d'une agilité extrême. Mais leur plus grand point commun reste leur instinct de prédateur. Le Brésil abrite un grand félin à la morsure mortelle. Nous voici dans le Pantanal, une vaste zone humide aux 3/4 inondée pendant la saison des pluies. Une foule d'animaux sauvages y a élu domicile. Parmi eux, un félin à la force impressionnante, le jaguar. Presque aussi gros qu'un lion d'Afrique, il est doté de mâchoires extrêmement puissantes. Très musclé, sa gueule massive constitue une arme redoutable. Grâce à elle, il s'attaque à des proies qu'on aurait pu croire à l'abri des prédateurs. Comme ce caïman de 3 mètres de long. Le chat ressemble plus au jaguar qu'on ne l'imagine. Surtout à l'heure du repas. Par exemple, il préfère quand sa nourriture lui est servie à 38 degrés. C'est à peu près la température d'une proie qui vient d'être tuée. Comme ses grands cousins, il a de longues incisives pointues. Elles lui permettent de trancher la viande, mais non de la mâcher. Son estomac sécrète de puissants sucs gastriques capables de dissoudre les morceaux de viande crue et même de détruire de dangereuses bactéries comme les salmonelles. Les grands fauves n'hésitent pas à manger de la viande en décomposition quand la nourriture se fait rare. Cette tigresse doit nourrir 2 petits de 9 mois. Dans l'idéal, il faudrait qu'elle attrape une proie chaque semaine.
Mais sa couleur blanche nuit à son camouflage. Et elle revient souvent bredouille. Les jeunes tigres en pleine croissance ont besoin de manger régulièrement. Leur mère doit donc se débrouiller pour faire durer chacune de ces prises le plus longtemps possible. Les tigres sont connus pour dissimuler les cadavres de leurs victimes et les dévorer en plusieurs fois. Notre tigresse a trouvé une cachette originale pour stocker ses restes. Elle a caché ce morceau de cage thoracique il y a quelques jours. La viande fourmille de bactéries, mais elle reste comestible pour les 3 fauves. La mère ne rapporte pas directement la carcasse à ses petits. Elle la dissimule au milieu des hautes herbes pour qu'ils prennent l'habitude de trouver eux-mêmes leur repas. Il est vital qu'ils apprennent à se débrouiller seuls. Cacher de la nourriture est un comportement qu'on observe également chez le chat. Il a lui aussi pour mission d'enseigner l'art de la chasse à ses petits. Principalement à travers le jeu. Et même s'il n'a pas de chaton, il semble prendre un malin plaisir à rapporter des proies vivantes à son maître. Ces petits prédateurs sont si doués qu'ils font des millions de victimes chaque année. En matière de chasse, le plus gros félin d'Afrique est un maître incontesté. Dans la savane, il s'attaque à plus d'une dizaine d'espèces différentes. Et certaines de ses proies peuvent peser jusqu'à 300 kilos. Contrairement aux autres félins, les lions chassent en groupe. Le plus souvent, ce sont les femelles qui s'en occupent, avec un sens de l'organisation étonnant. Elles s'approchent discrètement de leur cible en se déployant en demi-cercle. La lionne qui est en première ligne donne l'assaut. Elle fonce au milieu du troupeau pour disperser les bêtes et les rabattre vers ses comparses. On compte parfois jusqu'à 30 fauves, unissant ainsi leurs forces. Toute la troupe aura droit au festin, y compris ceux qui n'ont pas participé à la chasse. Ce comportement collectif est unique chez les félins.
D'après Kevin Richardson, les lions ont adopté un mode de vie social pour augmenter leurs chances de survie dans la savane. La vie en collectivité présente beaucoup d'avantages. Par exemple, pour occuper et défendre son territoire. Chasser en groupe permet de s'attaquer à des proies plus grosses pour nourrir tout le monde. On peut aussi avoir des sentinelles qui surveillent les environs, ou organiser une crèche pour s'occuper des petits. Il y a certainement des raisons précises pour lesquelles les lions sont devenus des animaux sociaux. Mais on les ignore encore. Peut-être qu'à un moment donné, se regrouper a été pour eux une solution efficace pour résoudre un problème spécifique. Et comme ce système a bien fonctionné, il a perduré et s'est répandu à travers toute l'espèce. Ça expliquerait qu'ils soient les seuls félins à avoir choisi ce mode de vie. Ils ont vraiment des liens très forts entre eux. Ils sont très amicaux et communiquent sans arrêt. Ils aiment bien le contact. Même quand il fait 45 degrés à l'ombre, ils sont toujours très proches les uns des autres. Et ils font la même chose avec moi. Il m'est arrivé d'aller m'allonger avec eux certains jours où il faisait très chaud. Et chaque fois que je m'écartais un peu, celui qui était à côté de moi tâtonnait avec sa patte jusqu'à ce qu'il puisse me sentir à nouveau. Ils ont vraiment besoin de contact. La plupart des félins vivent en solitaire, mais d'après des études récentes, les choses pourraient bien changer. Au Costa Rica, des biologistes ont pu observer des jaguars qui partageaient leur nourriture. Même s'ils n'appartenaient pas à la même famille, ils cohabitaient pacifiquement. Oh, le beau pépère! À force de fréquenter les lions, Kevin a pu constater que malgré leur grande sociabilité, ils restent des individus à part entière. C'est vrai pour tous les félins. Et quelle que soit la relation qu'on entretient avec son chat, mieux vaut savoir s'adapter à son caractère. Ils ont tous des personnalités différentes, et c'est important de bien le comprendre. Il faut les voir comme des individus à part entière, et pas seulement les distinguer en tant que mâle ou femelle. C'est pareil pour tous les animaux d'ailleurs. Chacun a son caractère bien spécifique. Les félins ont chacun leur personnalité. Même s'ils ont en commun une panoplie de formidables talents, une agilité défiant les lois de la pesanteur, des sens très affûtés, un camouflage adapté à leur environnement et une force peu commune. La plupart de ces atouts ont été transmis à notre animal de compagnie. Petit dernier de la dynastie des félins, il en est sans conteste le digne héritier.